Très bien. Bonsoir à toutes et à tous pour donc cette nouvelle rencontre sur la Syrie, je crois la dernière de l'année. Je suis Marcella Rubino et j'enseigne dans cet établissement la littérature arabe moderne. Et donc j'ai ce soir avec moi deux invités que je vais présenter. C'est Greta Salah, qui est doctorante en littérature arabe moderne et contemporaine en co-tutelle entre l'INALCO et l'Institut universitaire oriental de Naples. Et elle est également doctorante associée à l'IFPO de Beyrouth. Cette année, Greta Salah a été enseignante contractuelle à l'INALCO et elle est également traductrice littéraire. Elle a traduit notamment en italien le roman Nuzouh Mariam, le voyage de Myriam, du Syrien Mahmoud Hassan al-Jassim. Et ses recherches portent particulièrement sur la production romanesque syrienne post-2000 et surtout sur le thème de la mise en récit de l'individualité et du rapport entre l'individualité et l'altérité et la collectivité dans un corpus de romans qui vont entre 2002 et 2022. Son approche de recherche se nourrit de la sociocritique, mais également des trauma studies ainsi que des études queer et de genre. Donc, je présente maintenant notre deuxième invitée, qui est l'écrivaine Dima Wannous. Dima Wannous est née à Damas en 1982. C'est une des écrivaines majeures de la littérature syrienne du XXIe siècle. Après des études de français à Damas, Dima Wannous est contrainte de quitter la Syrie en 2011 à cause de menaces dont elle fait l'objet dans le sillage des événements de 2011 et s'installe à Beyrouth. 6 ans plus tard, elle part à Londres où elle vit encore actuellement. Dima Wannous est journaliste, traductrice et également écrivaine de fiction. Comme journaliste, elle a collaboré avec plusieurs organes de presse. Notamment, elle a animé des émissions culturelles et politiques à la télé syrienne Orient News. Également, elle a écrit dans la presse arabe, dans les quotidiens Safir, Al-Akhbar, dans des revues online très connues comme Al-Mudun ou Jadaliya. Elle a également collaboré avec le Washington Post. Alors, aujourd'hui, on va plutôt parler de son activité de romancière. Donc, elle a commencé à écrire de la fiction en 2007 avec d'abord un recueil de nouvelles, Tafasil, pour ensuite écrire son premier roman, je crois, Kursi, en 2009. Ce roman avait déjà un caractère très engagé et très politique, puisqu'elle y abordait l'opportunisme de la classe politique, de l'entourage du régime des Assad en Syrie, par ce nom Kursi, la chaise, le siège, donc l'ambition d'accéder à un poste de pouvoir. Puis il y a eu la révolution de 2011 et donc les écrivains ont réagi de manière diverses et variées à ce choc en fait de la révolution. On va revenir sur cette question, mais en tout cas, Dima a arrêté d'écrire à ce moment-là, pas pour toujours, mais arrêté pendant une certaine période. Elle a été bloquée en fait. Elle n'arrivait pas à continuer à écrire en étant envahie d'informations, d'images, de tout ce qui est arrivé des réseaux sociaux et de la télé sur ce qui se passait à Damas et dans le reste de la Syrie. Mais 8 ans plus tard, donc en 2017, elle décide de reprendre l'écriture romanesque avec ce roman dont on va parler particulièrement ce soir, Al-Khaïfoun, ceux qui ont peur. Donc dans ce roman, elle parle, comme le dit le titre, de la peur, de ce qu'elle appelle dans le roman la peur de la peur, ou al-khawf min al-khawf. Voilà, donc dans ce roman, donc je vais pas trop revenir dessus parce que j'ai envie de lui poser des questions sur ça. Mais en tout cas, ce roman est aussi imprégné de techniques romanesques qu'on retrouve chez d'autres auteurs arabes de la même période,
dans d'autres pays également, pays qui ont subi des traumatismes de guerre, comme l'Irak par exemple, sont des écritures qui vont entre le réalisme et l'hallucinatoire, l'onirique, donc la présence en même temps du réel et du rêve qui est en commun dans cette littérature post-2011 et aussi des années 2000 plus généralement, parce que on la retrouve aussi dans d'autres pays, même avant cette période. Donc, je vais commencer par poser une première question à Dima, une question qui revient un peu sur ton passé d'écrivaine avant donc les événements de 2011, c'est-à-dire comment ça s'est fait que tu as commencé à écrire, hein, quelles étaient tes inspirations, et aussi que voulait dire écrire en Syrie au début des années 2000 avec un contexte autoritaire et de censure comme celui du régime qui est tombé il y a quelques mois. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment très contente d'être ici. Et je suis désolée pour le retard. J'ai mis le wrong address. Oui. Alors, j'ai commencé à écrire très tôt. C'était mon père, le dramaturge syrien, connu en Syrie, dans le monde arabe, Saadallah Wannous, qui m'a présenté à la lecture et à l'écriture dès l'âge de 6 ans, je me rappelle. Et chaque nuit, avant de dormir, il me racontait des histoires. Et j'avais l'impression que ce sont des histoires destinées à la littérature infantile. Et avec le temps, plus tard, j'ai compris qu'il s'agissait en fait du Roi Lear, de Hamlet, de la littérature universelle, quoi. Et aussi, je suis désolée parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas parlé en français. Alors peut-être je vais demander ton aide, Greta, pour traduire quelques mots, quelques vocabulaires. Oui, alors c'était vraiment une relation naturelle, partie de mon enfance. Comme j'ai grandi dans une maison de littérature, de politique, de tous les genres artistiques, la musique, les tableaux, l'art, tout ça, la littérature. Alors c'était évident, vraiment, pour moi, de commencer écrire à l'âge, je ne me rappelle plus, mais je crois que la première chose que j'ai écrit, c'était une pièce de théâtre. Comme mon père est un écrivain de théâtre, alors j'ai écrit une pièce de théâtre à l'âge de 10 ans et j'ai dit à mon père que j'ai envie que ça sera joué au théâtre. Alors il a éclaté de rire, me disant même mes pièces de théâtre ont du mal pour être jouées, alors les tiennes. Écrire en Syrie, c'était pas facile. C'était toujours dur. C'était un travail de torture, quoi, parce que tu écris sous une censure, censure. Tu as toujours peur. Tu dois détourner les choses, jouer avec le pouvoir, jouer avec ce que tu as le droit de dire et ce que tu ne peux jamais prononcer, par exemple. Alors c'était dur, c'était pas facile, évidemment. Mais je crois que les écrivains syriens et les écrivains qui ont vécu dans des pays similaires à l'expérience syrienne ont assez d'expérience de vivre avec la censure et d'éviter la prison, mais en même temps d'écrire ce qu'ils
veulent. Bien sûr, la littérature, c'était plus pas facile, mais c'était différent que le journalisme, par exemple. Parce que la littérature, tu peux, avec l'imagination, tu peux toucher des endroits indirectement, sans laisser des traces et sans être en prison, enfin. Alors que les journalistes ou le journalisme, mon mari, par exemple, il est un journaliste et je peux vraiment, je ne peux pas imaginer comment c'était notre vie en Syrie avant le 2011. Oui, je ne peux plus continuer en français, c'est bloqué. Tu peux traduire? Ou bien on peut... Oui. Non, بس بدي أقول إنه قد إيه يعني الصحافة دايما بالتأكيد أصعب بكثير من الأدب ببلد مثل سوريا. أحكي مع المايك، أوكي. إنه الكتاب السوريين تعلموا مع الوقت كيف يدوروا حول الرقابة، وهذا بالتأكيد يعني كان جدا صعب، لكن بنفس الوقت بيعطي تالون هلأ ما بقى موجودة، لأنه هلأ صار أنت يعني عندك الدغوا تقولي أي شيء، فبالتالي ضاعت Oui, l'idée est que par rapport aux journalistes qui sont beaucoup plus limités dans les choses qu'ils peuvent exprimer à travers leur travail, un peu la chance, entre guillemets, d'être écrivain est que à travers la fiction, on peut formuler des critiques à l'encontre du régime, mais qui ne sont jamais des critiques explicites et directes. Et donc, pour contourner la censure, les écrivains vont mobiliser des stratégies et ils vont jouer avec leur talent et avec tout ce qui est l'écriture expérimentale. Je pense à l'allégorie, les métaphores, l'ironie, les métaphores. Et cela permet aussi de développer une capacité littéraire, narrative, qui aujourd'hui, dans un contexte où on peut presque tout dire, n'est plus aussi présente qu'auparavant. Je ne sais pas si... Merci beaucoup pour cette réponse, Dima. Donc, je vais adresser une deuxième question maintenant à Greta cette fois-ci. Une question un peu plus générale sur la scène littéraire du début des années 2000. Est-ce que tu pourrais nous donner des éléments clés pour comprendre cette période et nous dire s'il y a des éléments de nouveauté par rapport à la période précédente aux années 2000? Oui, d'abord je tenais moi aussi à remercier l'ISM et les organisateurs de m'avoir invité. Je suis honorée d'être ici à côté de Dima et que je remercie également d'avoir accepté l'invitation. Et alors oui, en général, il y a des choses qui changent au début du nouveau millénaire. Je dirais plutôt à partir des années 90, début des années 2000, même si il est toujours assez artificiel de découper l'histoire de la littérature ou l'histoire plus en général en tranches bien définies. Car si à chaque nouvelle période, il y a des nouveautés, de l'autre côté, il y a toujours aussi des rapports de continuité avec la période qui précède. Mais en général, au tournant du nouveau millénaire, on assiste à l'émergence d'une nouvelle génération d'écrivains et d'écrivaines. Donc, Al-Jil Al-Jadid, la nouvelle génération. Et c'est précisément à ce moment-là que font leur apparition sur la scène littéraire des écrivains très connus comme Khaled Khalifa, qui publie son premier roman en 1993, Khalil Zouailih en 1995, Samaria Azbek en 2002, il y a Maha Hassan, Rosie Yassine Hassan, Manhal Sarraj, et puis en 2007, Dima avec Tafasil, donc son premier recueil de nouvelles. Et il faut aussi dire que quand on parle de ce groupe d'écrivains et d'écrivaines, le terme de génération ne fait pas l'unanimité, au sens où il y a certains de ces écrivains qui en réalité revendiquent la singularité de leur parcours et de leur écriture, et qui donc ne se considèrent pas comme membres de cette génération.
Et puis, c'est aussi une génération au sens littéraire. Ce n'est pas une génération biologique au sens où ce sont des écrivains et des écrivaines qui appartiennent à des classes d'âge différentes. Par exemple, entre Dima et Khaled Khalifa, il y a presque 20 ans de différence. Donc voilà, c'est un concept de génération très utilisé de manière très souple pour désigner un groupe hétérogène d'écrivains, hétérogène du point de vue de l'âge, mais aussi du style, car chaque écrivain a sa propre esthétique. Et la question qui se pose est donc de savoir qu'est-ce que ces écrivains et ces écrivaines partagent. Et comme je disais, ce sont des écrivains qui commencent à écrire plus ou moins à la même période, qui sont témoins d'un moment historique assez important, qui est celui de la fin du régime de Hafez al-Assad et de l'arrivée au pouvoir de Bachar, qui succède à son père en juillet 2000. Il y a aussi toute la parenthèse du printemps de Damas, Rabia Dimashq, parenthèse très courte, mais voilà, celui-ci est un peu le contexte sur fond duquel cette génération se constitue. Et c'est une génération qui se caractérise tout d'abord pour son détachement des discours idéologiques. Les discours idéologiques qui ont joué un rôle très important dans la littérature, non seulement syrienne, mais plus généralement arabe, et cela dès la fin des années 40, et même s'ils commencent à connaître un déclin à la fin des années 60, ces discours idéologiques continuent de traverser le discours littéraire jusqu'à cette génération. C'est-à-dire, c'est à travers les œuvres de cette génération que la production romanesque syrienne semble vraiment s'affranchir d'une dimension idéologique, une dimension une dimension abstraite, une dimension qui s'inscrit dans l'ordre du collectif. Et donc, on a des écrivains qui, au contraire, vont tourner leur attention vers des problématiques liées à l'individu et aux individus. Donc, des écrivains qui écrivent sur les expériences plus concrètes, plus quotidiennes. Ce qui se reflète dans la construction du personnage, car on va vers des personnages qui sont de plus en plus complexes, nuancés, avec une épaisseur psychologique qui les rend humains, qui les rend plus crédibles. Ce sont des personnages incarnés dans un corps, donc la dimension du corps devient de plus en plus présente et importante. Le corps qui est représenté dans différentes dimensions, parmi lesquelles la dimension sexuelle, la dimension de l'érotisme, et cela à travers une écriture qui fait preuve d'audace. Donc, je dirais que l'un des traits distinctifs de cette écriture, de cette génération, est l'audace. Dans l'écriture, il y a une volonté de défier certains tabous. Il y a une place très importante qui est celle occupée par les femmes, au sens où il y a vraiment de nombreuses femmes écrivaines qui commencent à écrire à ce moment-là. Et aussi cette centralité des femmes, on la voit à l'intérieur des œuvres, avec de plus en plus d'héroïnes et de romans qui parlent des conditions de vie des femmes et qui dénoncent les abus subis par les femmes dans la société patriarcale. Donc un dernier point qu'il faut peut-être aborder à propos de cette génération est celui de l'intérêt que cette génération porte à l'histoire récente du pays et à la réécriture de certains aspects oblitérés ou marginalisés par le récit historique officiel. Et je pense en particulier à des romans que certains chercheurs considèrent comme constituant un véritable courant littéraire, qui est le courant de la littérature des événements, c'est Adab al-Ahdath, même si c'est une dénomination qui ne fait pas encore une fois l'unanimité. Mais l'idée est que cette littérature des événements, il s'agit d'œuvres qui font référence aux événements qui ont secoué la Syrie entre 1979 et 1982. Donc cette période qui va de 1979 à 1982, ou d'après certains à partir de 1976, il s'agit de l'une des pages les plus sombres de l'histoire syrienne. C'est une période marquée par des affrontements continus entre le régime, les frères musulmans, des niveaux extrêmement élevés de violence et des massacres, parmi lesquels le massacre de la ville de Hama en février 1982. Donc il s'agit d'événements qui, à l'époque, ont été effacés du récit historique officiel ou dont la mémoire a été altérée, manipulée. Et donc l'intérêt de la littérature des événements est que 20 ans plus tard, la littérature des événements essaie de exhumer, de reconstruire l'histoire de ces événements
bien évidemment, les écrivains ne peuvent pas, pour des questions de censure, parler explicitement, par exemple, du massacre de Hama, mais ils vont mobiliser toute une série de stratégies qui permettent de parler du massacre sans jamais, par exemple, mentionner Hama. Et voilà, il s'agit d'une tentative de réappropriation de la mémoire historique et collective qui continue après 2011 et qui gagne de l'ampleur après 2011. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Greta. Oui, c'est très intéressant toute cette explication qui nous fait comprendre mieux en fait comment s'articule cette littérature des années 2000 jusqu'à aujourd'hui aux décennies précédentes. Et c'est vrai que finalement cette question de l'art mémoire va revenir plus tard et va être cette mémoire exhumée de manière différente, avec moins de censure, finalement, avec moins de contraintes par Dima et par d'autres auteurs qui vont pouvoir parler plus librement aussi plus tard. Et justement, donc je reviens, Dima, à cette question de ce que l'année 2011 et la révolution et puis la guerre qui a suivi donc comment elles ont agi en fait sur les écrivains. Notamment sur l'idée de qu'est-ce qui est possible d'écrire, hein, comment, est-ce qu'il y a une question d'éthique par exemple, est-ce qu'on doit se poser une question d'éthique du fait d'écrire un roman alors que les gens sont en train de mourir, d'être torturés, etc. Donc il y a des auteurs par exemple qui vont choisir d'écrire de la fiction de documentaire, hein, et d'autres qui vont se retirer, vont attendre de pouvoir à nouveau prendre la parole. Donc comment les auteurs syriens ont réagi à 2011 et toi en particulier, comment tu as réagi d'un point de vue de l'écriture? Oui, je ne sais pas tous les écrivains comment, mais pour moi par exemple, je préférais d'attendre un peu parce que c'était très lourd le début de la révolution. C'était trop difficile. La Syrie était, comment on dit, fragmentée politiquement, socialement et surtout psychologiquement. Il y avait des manifestations dans la rue. Il y avait le régime qui tue les Syriens partout. Partout à Damas, à Hama, à Idlib, à Homs, partout. Toute la Syrie, à Daraa, les banlieues de Damas. Alors c'était vraiment lorsque tu es entouré de tout ça, c'est trop difficile de même réfléchir. Alors que bien sûr, il y avait beaucoup des écrivains qui ont participé à la révolution, qui ont manifesté, qui ont travaillé, qui sont devenus des activistes parce qu'il faut fêter l'instant d'un côté et de l'autre côté, il faut être partie de ce qui se passe dans la rue. Alors que, bien sûr, la révolution n'a pas commencé avec les intellectuels, ni les écrivains, ni les journalistes, ni les artistes. Mais bien sûr, les intellectuels ont été divisés aussi parce qu'il y avait des écrivains qui ont choisi de quitter le pays, comme moi par exemple. C'était trop dangereux de rester. On était menacés sans cesse du régime. Alors, ça sera un choix de vivre ou de mourir. Tu peux rester, mais tu vas être arrêté, torturé, disparu. Et il y a des écrivains qui n'avaient pas le choix, par exemple, de quitter le pays. Ils n'ont pas des visas, des autres options. Ils sont restés. Silencieux. Et ceux qui ont choisi de parler, d'avoir le courage d'écrire, de s'exprimer,
malheureusement, la plupart d'eux se sont disparus et jusqu'à maintenant, on ne sait rien. On ne sait pas le destin de ces intellectuels. Et cette division, maintenant, je vois cette division plus claire que jamais, parce que on parle plus d'un mémoire collectif des Syriens. Maintenant, il y a des peuples syriens, pas un seul peuple. Il y a les Syriens à l'exil, il y a les Syriens qui sont restés dedans, il y a les Syriens qui ont vécu des expériences très diverses et très douloureuses, etc. Ouais. Oui, en effet, je comprends que c'est difficile, peut-être quand on est parti, de se dire, de réussir à rendre compte de toutes ces réalités quand en fait on a notre réalité personnelle et on se demande si on peut parler, voilà, des autres réalités, des Syriens qui sont partis ailleurs que nous, ou des Syriens qui sont restés, ou finalement chacun de vous a eu des destins difficiles, mais pas les mêmes. Donc après, on peut se dire aussi que la littérature est la littérature dans le sens de la fiction est aussi, ou l'écriture vraiment fictionnelle peut être aussi un moyen de justement de donner une voix à ces gens qui sont restés sur place et qui peuvent pas s'exprimer. Donc c'est d'où l'intérêt finalement après de revenir à l'écriture. On va en reparler, mais je vais demander maintenant à Greta, donc d'un point de vue chronologique, puisque tu nous as parlé un peu de avant 2011, hein, est-ce que maintenant tu peux nous donner une idée de quelles ont été les transformations de cette littérature, de cette production romanesque après 2011? Oui. Oui, alors le contexte de l'après 2011 avec la révolution, la guerre et la question de la diaspora, parce que ça aussi a joué un rôle très important. On parlera peut-être plus tard de l'internationalisation de la scène littéraire. Tout cela a joué un rôle dans les évolutions de la scène littéraire, même si, comme je disais au début, il faut toujours aussi essayer de tenir compte des rapports de continuité qu'il y a avec la période précédente. Et donc il y a des transformations qui concernent à la fois les productions littéraires, c'est-à-dire les produits, les textes littéraires, donc des transformations au niveau de la forme, au niveau du contenu. Tout simplement, ça peut paraître très banal, mais au niveau des thèmes, on voit dans la production romanesque de l'après 2011 des thèmes qui, pour des raisons évidentes, sont absents de la production d'avant 2011. Donc la révolution, la guerre, l'arrivée des groupes islamistes, de Daesh, les conditions de vie des Syriens réfugiés dans les camps informels au Liban, en Jordanie, en Turquie, ce sont tous des thèmes qui, avant 2011, n'étaient pas là. Et donc évolution des productions littéraires, évolution des pratiques, c'est-à-dire de la manière dont les écrivains et les écrivaines pratiquent leur métier, conçoivent leur rôle, et ce qui est lié à la question de la posture de l'écrivain vis-à-vis de la société, vis-à-vis du pouvoir. Et je pense que ces débats dont Dima a parlé sont assez représentatifs des dynamiques de changement à l'œuvre à l'intérieur du champ littéraire et intellectuel. Et il y a sûrement des changements très importants chez les écrivains et les écrivaines qui participent activement à la révolution, au sens où ces écrivains commencent à manifester ouvertement, et c'est là la différence, manifester ouvertement leur opposition au régime, ce qui avant n'était pas possible. Et donc cette posture d'opposition directe constitue le fondament de Rabitat al-Kuttab al-Souriyin, la ligue ou l'association des écrivains syriens, qui est cette association qui a été créée en 2012, qui réunit les écrivains opposés au régime et qui a été créée en rupture avec celle qui avait été jusqu'alors la principale
organisation qui réunissait les écrivains syriens et qui était Ittihad al-Kuttab al-Arab et qui était liée aux institutions du régime. Donc il y a cette posture d'opposition directe qui se traduit dans les textes par l'abandon ou l'emploi de plus en plus limité des stratégies dont on a un peu parlé tout à l'heure, les stratégies pour contourner la censure. Donc les métaphores, les allégories, l'ironie. Et donc on peut dire que si la production littéraire a toujours été traversée par une dimension dissidente, ce qui change après 2011 est la forme de cette dissidence, au sens où c'est une dissidence qui commence à s'exprimer selon de modalités différentes, et on passe d'œuvres qui critiquaient le régime, mais de manière allusive, indirecte, à des œuvres qui adoptent un langage frontal et un caractère explicitement contestataire. Donc, cette frontalité dans le langage, on la voit clairement dans tout le travail de réécriture du passé, de l'histoire dont je parlais tout à l'heure, le travail qui commence avec la littérature des événements au début des années 2000, qui continue après 2011 et qui est poussé plus loin après 2011, au sens où les écrivains après 2011 commencent à évoquer directement les événements, par exemple, de Hama. Et on le voit très bien dans le roman de Dima Al-Khaïfoun, où elle parle très clairement du massacre de Hama. Elle le qualifie de majzara, massacre, et elle dit clairement que la responsabilité est du régime d'Assad. Donc il y a pas de détour, tout est très clair. Et donc voilà, une frontalité dans le langage. Et puis il y a la question de la mémoire qui revient. La question de la mémoire qui joue un rôle central dans cette production littéraire. Une production littéraire qui essaye de reconstruire la mémoire d'un passé menacé de sombrer dans l'oubli, mais aussi une écriture qui essaye de participer activement à la construction de la mémoire du présent. Donc la mémoire de l'histoire en train de se faire. Et c'est ce qu'on voit notamment dans les œuvres avec une dimension documentaire. Donc cette Al-Bu'ad al-Tawthiqi, ce sont ces romans qui présente cette dimension documentaire qui essaye de restituer la réalité, le quotidien de la Syrie en guerre, de restituer la réalité sur place à travers des descriptions des manifestations, de la répression menée par le régime, des conditions de vie des déplacés internes. Et donc là, dans ce genre d'œuvre, on a une écriture qui devient plus sèche, plus directe, une écriture qui est parfois une écriture de l'urgence, qui est peu soucieuse des exigences esthétiques. Et parfois, c'est une écriture qui témoigne d'un blocage créatif. Car c'est comme si, face à la violence qui secouait le pays, certains écrivains et certaines écrivaines manifestaient une sorte d'incapacité ou un refus de réélaborer une réalité aussi dure que celle de la guerre dans une clé littéraire. Donc un refus de romancer la brutalité du réel. Et ce refus mène certains écrivains à suspendre l'activité littéraire, alors que d'autres continuent d'écrire parce qu'ils ressentent ce besoin, ce devoir moral de construire une mémoire, comme je disais, mais ils vont se limiter à rapporter les événements qui se produisent dans le réel tels qu'ils se produisent, sans les réélaborer de manière littéraire. Donc, cette dimension documentaire, on la trouve surtout dans les œuvres publiées pendant les toutes premières années. Je dirais qu'avec le temps, sa présence s'affaiblit, même si elle ne disparaît jamais. Et progressivement, elle laisse la place à des œuvres plus complexes d'un point de vue narratif, à des œuvres qui présentent une structure narrative stratifiée, où il y a une imbrication entre des plans temporels, des plans narratifs différents. Une écriture qui devient introspective, qui s'intéresse à l'intériorité des personnages, et on assiste à un changement de focale. Comme si, dans les œuvres documentaires, la priorité était accordée à la documentation, à l'enregistrement de ce qui se passe à l'extérieur, à la réalité empirique, concrète, et puis on a un déplacement du regard du monde environnant à l'intériorité des personnages. Et donc là, on commence à voir des œuvres avec une écriture fragmentée, une fragmentation du récit qui semble traduire la fragmentation psychologique et la dissociation du sujet traumatisé. Et c'est dans ce genre d'œuvre qu'on commence à voir des thématiques comme la thématique comme la thématique de la peur, du traumatisme, de la crise identitaire.
des thématiques qui sont au cœur du roman de Dima Al-Khaïfoun, dont on va parler tout de suite, après. Merci beaucoup, Greta. Encore vraiment très éclairant ce que tu nous dis. Et donc, je rebondis tout à fait sur ce que tu étais en train de dire, parce que Dima a eu ce blocage en fait d'écriture justement, mais elle ne l'a pas rempli par de l'écriture documentaire. Elle est restée dans son blocage jusqu'à ce que en 2017. Alors je sais pas quand est-ce que tu as commencé à écrire le roman, peut-être avant. J'imagine que ça, voilà, bien avant. Peut-être tu pourras nous le dire, mais en tout cas le roman est publié en 2017. C'est toujours un travail de longue haleine. Ce Al-Khaïfoun, il est retenu dans la shortlist Al-Qa'ima Al-Qasira de l'IPAF, hein, c'est-à-dire c'est un acronyme pour International Prize for Arabic Fiction, donc le dit Booker arabe, en 2018, donc juste un an après sa sortie. C'est l'histoire de gens qui ont peur, en fait. La protagoniste, Souleima, qui est une femme qui vit à Damas dans l'après 2011, dont les traits autobiographiques ressemblent beaucoup un peu à ce que tu as vécu toi-même dans ta propre histoire. Et donc qui est hantée par ce sentiment de peur. Mais on découvre petit à petit dans cette écriture, dans ce roman très fragmenté, on va revenir sur cette question de la fragmentation, mais que tous les personnages ont peur, voire comme Nassim, un autre personnage, peur d'avoir peur, donc al-khawf min al-khawf. Et donc il y a un moment, une phrase dans laquelle le protagoniste dit « Je sens que je n'existe pas et j'ai peur. Tout ce qui tombe sous mon regard suscite en moi la terreur. Tout ce qui est extérieur à mon corps me semble une illusion, le fruit de mon imagination. » Pourquoi écrire sur la peur? Donc, c'est la première question que je vais te poser. Oui, je veux juste avant ajouter quelque chose à ce que Greta dit. Et c'est la même histoire avec la documentation, parce que tu as parlé à la dimension documentaire. Je trouve que c'était pas vraiment après la révolution, même avant, parce que la littérature en Syrie, même au Liban, dans le monde arabe, était un moyen pour documenter l'histoire et la vie des peuples, parce que à cause de la censure, c'était toujours très difficile de savoir la vérité, de vérifier qu'est-ce qui se passe vraiment. Alors les romans, je trouve, la littérature était le seul moyen peut-être de savoir ce qui s'est passé, par exemple, durant la guerre civile au Liban. Tu dois juste lire Ilyas Khouri, Rabia Jaber, Alaouia Soubah, Houda, Barakat, tous les romanciers et les romancières libanaises. Alors, c'était un moyen vraiment de résistance aussi. À l'égard de la peur, je trouve que oui, la peur, c'est le sentiment, peut-être le seul sentiment partagé par tous les Syriens, par des millions de Syriens. Même je trouve que les pro-régimes avaient toujours peur. Même le régime avait peur. Parce que le comportement du régime au début de la révolution en 2011 et même durant les 14 ans après signifie cette peur. Un régime qui n'a pas peur, il ne tue pas son propre peuple. Tu vois, alors c'est pourquoi. Et ce roman aussi constitue un moment particulier dans ma vie et dans l'histoire de la Syrie et dans l'expérience syrienne. C'est pourquoi j'ai
oui, j'ai choisi la peur et même la peur de la peur et les attaques de panique, par exemple. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment tu l'as conçu, comment tu l'as écrit est-ce que ça l'a pris combien de temps? Oui, alors au début de l'aspiration. Oui, au début de la Révolution, j'avais tellement envie d'écrire et j'avais tellement envie d'écrire un roman, pas justement des articles. J'ai consacré la plupart du temps à écrire des articles, de critiquer le régime, de documenter aussi, d'écrire des histoires des Syriens et des Syriennes qui ont quitté leur pays et qui ont été déportés au Liban, par exemple, parce que c'est très intéressant et c'est très fondamental et utile de documenter ces histoires. Mais en même temps, j'avais tellement envie d'écrire mon roman. J'ai commencé à 2014, 2015, et ça m'a pris 2 ans pour terminer Al-Khaïfoun, ceux qui ont peur, je crois que c'est la traduction en français. Et c'était thérapie pour moi, comme une thérapie d'écrire ce roman. Et en même temps, c'était aussi une torture parce que j'ai revécu les attaques de panique que j'étais victime moi-même pendant plus de 6 ans en Syrie avant la révolution. J'ai examiné cette peur quotidiennement. Malgré que j'ai grandi dans une famille courageuse et opposante, qui n'a pas peur de parler, de dire, d'écrire. Mais malgré tout ça, j'ai vécu cette peur et j'avais tellement peur la plupart du temps avant le 2011. Oui, c'est pourquoi j'ai choisi la peur. Et donc, le personnage principal de ce roman a également fait une analyse, elle va chez un psy, en fait, Camille, justement. Et dans ce roman, on a vraiment, en même temps, on est un peu perdu par l'écriture très fragmentée. En même temps, on s'y retrouve. Les personnages, finalement, ils sont différents, mais ils se ressemblent entre eux. Ils ont, comme tu dis, tous on finit par comprendre qu'ils ont tous un commun dénominateur. Ouais. Même le père, je sais pas combien il est inspiré de ton propre père, mais même le père a peur ici, en fait, dans le roman. Ils ont vraiment tous peur. Et on a on a un chevauchement de temps, présent, passé. On a un chevauchement de dimensions réelles, irréelles. Oui, parce que le présent syrien était vraiment irréel pour la plupart des Syriens. Ce qu'on a vécu et ce que les Syriens qui sont restés en Syrie, leurs expériences étaient vraiment insupportables, quoi. Et le présent était irréel et l'avenir impossible à imaginer aussi. Alors, à cause de cette fragmentation, comme j'ai dit avant, la fragmentation sociale et politique et même culturelle, psychologique. Je pensais à des rêves, par exemple, qui sont dans le roman, qui, je crois, je sais pas si je me souviens bien, mais je crois qu'il y a un rêve où on embrasse le pied de l'officier, hein, c'est-à-dire un rêve de embrasser le pied de l'officier. Enfin, il y a des rêves vraiment qui sont, oui, on a l'impression que en fait ce n'est pas des rêves réellement, que ce sont des sortes de
c'est des cauchemars déjà, et puis que c'est ce à quoi on serait obligé, oui. Donc, et est-ce que cette fragmentation de l'écriture, c'est un trait que tu avais d'avant, que tu as gardé dans ton roman que tu as écrit après, ou c'est propre à Al-Khaïfoun? Non, c'était propre à Al-Khaïfoun et je ne sais pas vraiment maintenant, je ne peux pas distinguer. Ok, c'était un style, bien sûr, mais je ne peux pas mentir et dire que j'ai pas vécu moi-même cette fragmentation. Alors c'était une partie de mon expérience, de ma vie quotidienne à Beyrouth depuis après 2011. C'était trop dur aussi de vivre à Beyrouth, que j'adore vraiment, mais que j'ai juste besoin de 2 heures par voiture pour arriver à ma maison à Damas, mais que Paris est plus proche que Damas lorsque j'étais à Beyrouth et plus accessible. Et ça, c'était vraiment très dur. Et parfois, je me rappelle, je sors de la maison, je prends un taxi, je vais aux gares où il y a les taxis qui vont à Damas, juste pour vivre ces moments, même si je ne vais pas aller à Damas, tu vois. C'est ouais. Merci beaucoup, Dima. Je vais reprendre à l'instant une question que je voulais poser à Greta, parce que donc tu as évoqué, on a évoqué le départ de Syrie de beaucoup d'écrivains. Donc toi, tu es parti. Il y en a beaucoup d'autres qui sont partis. Qu'est-ce que ce départ, en fait, le fait que les écrivains syriens se trouvaient à l'étranger, et du coup ils ont écrit aussi, beaucoup d'entre eux ont écrit depuis l'étranger. Qu'est-ce que cette internationalisation a apporté dans la littérature syrienne des 10 dernières années? Oui. Alors oui, il faut rappeler que la plupart des écrivains et des écrivaines ont été contraints de fuir la Syrie à raison de la guerre, pour s'installer en Europe, aux États-Unis, au Canada, et souvent en passant une période plus ou moins longue avant d'arriver en Europe, au Liban ou en Turquie ou en Jordanie. Donc il y a eu un déplacement massif qui a entraîné cette internationalisation de la scène, ce qui signifie que il y a eu une ouverture à une dimension internationale. Donc aujourd'hui, les écrivains et les écrivaines participent à des festivals internationaux, remportent des prix internationaux. Parmi les destinations privilégiées de la diaspora, par la diaspora, il y a sûrement l'Allemagne, et Berlin s'est imposé aux côtés de Paris et de Londres comme l'un des nouveaux centres du champ littéraire, qui est aujourd'hui donc un champ qui présente une structure multipolaire et transnationale. Et donc bien évidemment, ce n'est pas une dynamique qui concerne seulement la scène syrienne. C'est quelque chose qui touche plus généralement la création artistique arabe contemporaine, mais ça reste assez nouveau pour la Syrie, parce que la production culturelle syrienne était traditionnellement peu visible à l'échelle internationale, si comparée à celle d'autres pays. Et donc cette internationalisation a, entre autres, déterminer l'arrivée dans le champ littéraire de nouveaux acteurs, et en particulier des maisons d'édition européennes, et des traducteurs et des traductrices. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de traductions. La traduction, qui est généralement reconnue comme l'un des principaux canaux de consécration des écrivains, ce qui veut dire qu'un écrivain qui est traduit, par le fait d'avoir été traduit, parvient à consolider sa position à l'intérieur du champ, parvient à accéder à une forme de reconnaissance majeure, que ce soit aux yeux de ses collègues ou du lectorat ou de la critique. En fait, après, ça dépend, parce qu'il y a des dynamiques assez complexes. Mais l'idée est que, à partir de 2011, on assiste à une multiplication des traductions. Jusqu'en 2011, la production littéraire syrienne est très peu traduite. Il y a des auteurs du XXe siècle comme Haïdar, par exemple,
qui ont été très peu traduits ou pas traduits du tout. Ou Salim Barakat, qui a été traduit en français. Je pense pas. Je pense pas. Ou s'il a été traduit, ça doit être un livre. Salim Barakat a été traduit en français, mais en anglais, pour avoir une traduction en anglais de Salim Barakat, qui commence à écrire au début des années 70, il faut attendre 2021. Donc en fait, après 2011, tout cela change. Et on assiste à une diversification des langues cibles, c'est-à-dire qu'on ne traduit plus seulement vers l'anglais et le français, mais on traduit vers l'italien, vers l'espagnol, vers l'allemand, vers le suédois. Et on a cette multiplication. Il y a une étude qui a été menée à l'université de Marbourg, et d'après laquelle, pour la période entre 2006 et 2010, la moyenne annuelle de romans traduits était de 4 romans par an. Ce chiffre passe à 9 pour la période qui va de 2011 à 2014, donc c'est plus que le double, et c'est un chiffre qui a très probablement continué d'augmenter par la suite. Donc voilà, il y a cette augmentation des traductions qui n'implique pas une augmentation des écrivains concernés. Cela veut dire que, en général, les maisons d'édition, les traducteurs tendent à se concentrer sur un nombre assez limité d'écrivains dont on va traduire plusieurs œuvres. Et il s'agit souvent d'écrivains qui appartiennent à cette génération dont je parlais tout à l'heure, donc la génération qui s'affirme entre les années 90, début des années 2000, même si pas seulement. Et concernant les choix qui déterminent les œuvres à traduire, il y a bien évidemment plusieurs facteurs qui peuvent orienter ces choix. Bien évidemment, la valeur, la qualité artistique d'un roman et son accueil positif par la critique, mais il y a aussi la question des relations personnelles entre les écrivains et les traducteurs, la question de la longueur des œuvres, car un roman volumineux a moins de probabilité d'être traduit qu'un roman qui fait quelques centaines de pages. Et puis, il y a aussi, entre autres, la question de l'importance que les œuvres accordent à la description de la réalité en Syrie. Et c'est-à-dire qu'on voit que surtout pendant les premières années qui suivent 2011, un roman qui parle de la révolution, de la guerre, de la traversée de la Méditerranée dans une tentative d'atteindre l'Europe, un roman qui parle de ces thèmes-là, qui aborde ces thèmes-là, a plus de probabilité d'être traduit qu'un roman qui raconte une histoire d'amour qui se déroule à Damas pendant les années 50. Et cette tendance à privilégier ces thèmes a d'ailleurs suscité débat, continue de susciter débat, car certains écrivains, critiques, intellectuels ont dénoncé le fait qu'il y a un intérêt de la part de certaines maisons d'édition et de traducteurs, un intérêt pour la production littéraire syrienne après 2011 qui ne tient pas toujours compte de la qualité littéraire, mais qui a souvent tendance à se concentrer sur la capacité d'un roman de restituer la réalité sur place, comme si il ne s'agissait pas d'un roman, donc d'une œuvre littéraire, mais d'un simple témoignage. Ce qui voilà, est assez problématique parce que cela veut dire qu'on va considérer un écrivain non pas en tant qu'écrivain, mais en tant que témoin d'une situation sociopolitique complexe, ou pire, en tant que victime qui raconte une expérience. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a des dynamiques assez compliquées autour de la traduction. Et voilà. Et puis une dernière chose, je dirais que la traduction a permis l'ouverture du roman syrien à de nouvelles langues, ouverture qui passe aussi par le choix de la part de certains auteurs de rédiger directement dans la langue du pays d'accueil, qui est un choix qui reste aujourd'hui minoritaire, mais qui existe parce que on commence à voir des écrivains et des écrivaines qui, dans le contexte de la diaspora, décident de rédiger directement en anglais, en français, et donc voilà, ça va avoir bien évidemment des conséquences aussi sur l'écriture. Oui, merci beaucoup Greta. Et du coup, pour toi, Dima, comment ça s'est passé donc le passage à l'écriture? Donc tu as écrit dans 2 de tes œuvres littéraires, Tafasil et Kursi, alors que tu étais encore en Syrie, n'est-ce pas? Alors que les 2 dernières, donc Al-Khaifoun et Al-Rijal, l'Aïla التي ابتلعت رجالها, c'est-à-dire la famille qui a avalé ses hommes, celui-ci n'est pas traduit, n'est-ce pas, en français, voilà. Donc ces 2 derniers, tu les as écrits
alors que tu n'étais plus en Syrie, tu étais en Angleterre ou à Beyrouth. Donc, est-ce que ton écriture a changé en fonction du lieu où tu as écrit ces romans? Ah oui, bien sûr. Au début, c'était trop difficile d'écrire en dehors de la Syrie, de Damas. Mais Al-Khaïfoun, ceux qui ont peur, je l'ai écrit à Beyrouth. Alors c'était plus facile parce que Beyrouth géographiquement est plus proche de Damas que Londres, bien sûr. Et aussi Beyrouth en 2011, entre les 2011 et 2017, c'était vraiment comme la Syrie. La révolution était en Syrie et était aussi au Liban, à Beyrouth. Il y avait plein des Syriens, des activistes, plein de journalistes, d'écrivains libanais qui étaient enthousiastes de recueillir les Syriens et de recueillir la révolution syrienne. Et c'était comme une révolution duel entre la Syrie et le Liban contre le régime, surtout que les Libanais ont souffert du régime syrien pour des dizaines d'années. Et après, ils ont souffert de Hezbollah et jusqu'à le moment. Alors, c'était vraiment une révolution de rêve pour les Libanais aussi. Alors, c'était bien sûr difficile pour moi d'écrire sans être proche de mon entourage, de ma famille, de mes amis, de ma maison, des rues que je connais. Mais le plus difficile, c'était d'écrire à Londres. C'était totalement différent, out of context de tout, de la Syrie, de notre région, de nos expériences. Il y a le langage qui est totalement différent, la culture, les rues, les maisons, les cafés, tout. C'est pourquoi, je crois, j'ai écrit l'histoire de ma mère. Alors, j'ai passé des mois à parler chaque soir avec ma mère à la maison ou dans un café de Londres, mais que je parle avec ma mère et elle me raconte sa mémoire. La mémoire de sa famille, sa maman, son père, sa sœur, etc. Et j'ai écrit un roman sur eux, sur ma famille ou sur la famille de ma mère. Alors c'était moins, comment on dit, mouhesh. موحش يعني حدا بيعرف شو موحش بالفرنسي؟ موحش شو الوحشة أو moins mélancolie peut-être, je sais pas si hein? Affreux non موحش مش affreux لا من الوحشة non مش الوحدة ok plus proche oui ok ouais ouais. Justement, j'allais justement te poser une question sur, tu l'as évoqué sur ce dernier roman, donc qui est sorti à 6 ans en 2020. Déjà, en fait, avant de te poser la question, j'ai une autre petite question. Est-ce que tu peux nous expliquer le titre parce que ça me semble un titre très intéressant. Donc, la famille qui a avalé ses hommes. Oui, c'est juste parce que la famille de ma mère, c'est une famille de femmes. Les hommes, toujours morts, ou bien
il y a la divorce, ou bien ils se sont séparés, ou bien morts. Alors, il y a mon père, il y a le mari de ma tante, mon grand-père. Le seul qui est toujours là, c'est mon mari, jusqu'à le moment. Heureusement, il ne parle pas français, alors il ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Alors, c'est une famille de femmes. Et c'est une mémoire très riche parce que ma grand-mère est turque et chrétienne. Et elle était mariée avec un turc chrétien aussi. Elle avait ma tante. Après, il est mort. Elle a rencontré mon grand-père qui est de Damas et qui est musulman, sunnite. Et il a menti en disant « Je m'appelle Joseph ». Et après, lorsqu'ils sont retournés à Damas pour se marier, elle a découvert qu'il s'appelle Youssef, pas Joseph. Alors, il a menti, mais pas trop, yani. Ouais. Et alors, c'est une famille très riche culturellement et aussi au niveau de la religion. Au niveau de même de Damas, par exemple, mon grand-père est de. Il y a une expression à Damas, Jouassour ou Barrassour. Dedans, oui, c'est ça, ou en dehors. Oui, même ça, c'était une richesse dans la famille parce que lui, il était né dedans. Mais après, lorsqu'il s'est marié avec une chrétienne, il a déménagé loin de sa famille. Et après, ma mère, qui est aussi sunnite, elle est mariée avec un alawite, qui est un écrivain de théâtre. Alors, toute cette richesse, oui, se trouve dans ce livre. C'est pourquoi cette famille a avalé ses hommes. D'accord. En tout cas, le mensonge du grand-père, c'était, on dirait, Kesbebe Baïda. Voilà, c'est ça. C'était pour la bonne cause. Alors, je ne sais pas combien de temps il nous reste, parce que je sais pas. Donc, j'avais une autre petite question à poser, mais peut-être il vaut mieux laisser un peu la place au public. Donc, voilà. Merci beaucoup, Dima, pour toutes ces histoires de famille, ces histoires de mémoire. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être invitée. Merci pour la qualité des questions. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Moi aussi, je vous remercie beaucoup pour vos échanges en fait si riches. On a beaucoup parlé de la Syrie et on s'est centré donc sur Damas en particulier. Jusqu'à quel point aussi votre écriture donc dans Al-Khaifoun et puis jusqu'au dernier roman est aussi nourrie par les autres printemps. C'est-à-dire ceux qui sont passés. Donc vous l'avez évoqué, celui de Beyrouth, bien sûr, dans les années 2005-2006. Mais aussi ce qui se passait donc en Irak, ce qui a pu se passer en Égypte. Est-ce que ça vous a aussi affecté, ça vous a marqué, ou est-ce que ça reste quand même d'abord, avant tout pour vous, une histoire syrienne? C'est-à-dire, c'est un événement qui est d'abord syrien, qui est propre à la Syrie. Ce que je comprenais très bien, mais j'aimerais bien avoir votre analyse en fait, et comment vous l'avez vécu et comment vous l'avez écrit. Oui, je crois que c'était un moment extraordinaire, vraiment, le printemps arabe. Les révolutions arabes et bien sûr c'est évident, tu peux pas séparer les révolutions comme ça a commencé en Tunisie et après en Égypte et après en Syrie. Alors c'était évident bien sûr. Les deux romans sont consacrés à l'histoire syrienne, à l'expérience syrienne. Mais bien sûr, comme je vis à Damas et après à Beyrouth, mon écriture fait partie de tout ce qui se passe dans le monde arabe, pas justement en Syrie.
Merci, bonsoir, et merci pour vos interventions. Enfin, la conférence était hyper intéressante. J'aurais 2 questions. La première, c'est, vous avez parlé un peu de l'exil, enfin dans le sens où on est, enfin notamment pour les écrivains ou les artistes, on est contraint de partir post 2011 et du coup de produire à l'extérieur. Est-ce que enfin une partie de ces écrivains et de ces artistes, j'imagine, ont toujours connu un régime plus ou moins autoritaire, et donc est-ce que ça contraint, enfin ou en tout cas est-ce qu'il y a quand même un attachement à la terre malgré un contexte, on va dire un peu anxiogène, enfin ou contraignant, et donc est-ce que souvent dans les livres on peut retrouver un moment d'enfance un peu tendre avec un environnement je sais pas rassurant, etc., qu'on retrouve peut-être pas dans les œuvres syriennes, mais du coup, est-ce que ça empêche d'avoir un attachement à la terre et cette envie de retourner, de redécouvrir des lieux qui nous ont malgré tout attachés? Ça, c'est la première chose, la première question. Et après ces premiers mois, ou même cette première année avec un nouveau président en Syrie, comment se redessine la scène artistique en Syrie? Est-ce que je sais pas, il y a quelque chose qui émane à l'intérieur? Est-ce que ça fleurit de l'intérieur, ça refleurit de l'intérieur? Voilà, merci. Ah oui, bien sûr. Pour la première question, oui. Je suis retournée 4 fois pendant une année, et chaque fois c'est comme un rêve de retourner en Syrie. Malheureusement, je ne peux pas maintenant retourner définitivement, malgré que c'était mon rêve pendant 14 ans, mais les Syriens ont fait leur vie à l'étranger, et c'est pas trop facile de quitter tout et de retourner brusquement comme ça. Et pour le nouveau régime, c'est trop tôt de dire. Vraiment, c'est trop tôt même d'imaginer l'avenir. Après presque 1 an et demi, il y a toujours l'espoir. Les Syriens maintenant possèdent la liberté du parole. On a une liberté d'expression extraordinaire. Ça ne veut dire pas que la situation politique est beaucoup mieux qu'avant 2011, je veux dire. Mais maintenant, il y a l'espoir et il y a le droit de rêver. Avant 2011, c'était impossible de rêver. C'était comme le destin des Syriens de vivre toutes ces expériences noires. Maintenant, au moins, on peut rêver de l'avenir. Si je peux ajouter une chose, c'est un commentaire que je fais en tant que lectrice par rapport à la première question. Moi, je vois si je compare tes 2 romans, Al-Khayfoun et Al-Aïla, par rapport à la question de la mémoire, dans Al-Khayfoun, il y a cette idée il y a une volonté de la part de la protagoniste, c'est de se libérer de la mémoire, parce que c'est une mémoire qui est lourde et qui l'opprime, alors que dans Al-Aïla naît d'un besoin de reconstruire la mémoire, un besoin de revenir à l'histoire de la famille en Syrie. Donc oui, je pense que c'est très évident. Ouais. Bonjour, merci pour votre échange, c'était vraiment super intéressant et enrichissant. J'avais une question qui moi aussi se divise en 2 parties. Ma première question était sur votre intervention quand vous aviez parlé de la littérature pour redécouvrir et se réapproprier d'une certaine manière la mémoire de Hama. Ma question se posait sur avec l'émergence, oui, mais de ces ouvrages qui relatent une histoire sans forcément la nommer. Est-ce que on a eu en parallèle de la part du régime ou de la part des élites pro-Assad par exemple une sorte de contre-récit qui avait volonté à intimider sans pour autant toucher physiquement les artistes en question?
Et ma deuxième question était, est-ce que aujourd'hui, c'est une question qui peut paraître d'une idiotie sans nom, mais y a-t-il eu dans la diaspora en exil des liens, des discours, j'ai pas le mot, mais qui se sont créés entre les diasporas littéraires dans les plusieurs pays d'Europe dans lesquels elles ont immigré. Genre des discussions, si je pourrais dire ça comme ça. Merci. Alors pour la question de Hama, je pense que le contre-récit du récit était déjà là depuis les événements. Il y avait une négation de ce qui s'est passé, ou quand même on disait pas que c'était un massacre, mais je pense pas qu'au moment où ces œuvres ont été publiées. D'ailleurs, moi je pensais en particulier à un roman, mais il y en a plusieurs. Mais le roman où vraiment on parle de Hamas sans le nommer, c'est le roman Kamayan Baril Nahr de Manhal Sarraj, qui a été publié à Beyrouth, il me semble. Donc voilà, je ne sais pas jusqu'à quel point on pouvait y avoir accès en Syrie. Je pense pas qu'on le trouvait dans les librairies. Peut-être que les gens l'échangeaient, mais voilà, c'était pas quelque chose de disponible, d'accessible sur le marché. Ouais, c'était interdit. Et même tous les autres romans, je pense à un autre roman de Fawaz Haddad. Lui aussi, il y a des références à Hama, mais lui aussi, il a été publié à Beyrouth. Donc voilà, ce sont des romans qui sont officiellement interdits, mais qui circulent d'une certaine façon. Et concernant la deuxième question, c'était par rapport à s'il y a des liens entre les. Oui, je pense que ça. Dima, tu peux en parler plus que moi, mais j'ai l'impression qu'il y a des véritables amitiés. J'ai l'impression qu'il y a des amitiés qui existaient déjà en Syrie et qui continuent aujourd'hui, et il y a des nouvelles amitiés qui naissent aussi dans le contexte de la diaspora. Merci pour vos mots. Alors, ma question, elle est un peu maladroitement formulée. Dans quelle mesure on peut dire que l'internationalisation dont vous avez parlé a porté atteinte et a contribué à ôter cette identité syrienne ou ce caractère identitaire syrien de la diaspora? Parce que j'ai quand même l'impression que les artistes et les écrivains à l'extérieur de la Syrie après 2011 sont d'abord européens, en tout cas franco, anglo, germano, syriens, sont d'abord européens avant d'être syriens. En fait, j'ai beaucoup l'impression, notamment dans la musique, mais aussi dans l'écriture, que l'identité littéraire syrienne ou l'identité artistique syrienne a perdu la primauté qu'elle avait à l'intérieur de la Syrie. Donc aujourd'hui, est-il possible de remettre en question la syrienneté, j'allais dire, des créations artistiques aujourd'hui? Est-ce qu'on se définirait finalement pas plutôt comme écrivain franco-syrien et pas syro-français? Voilà. Alors, je pense que l'attente à la syrianité, c'est quelque chose qui arrivait, mais c'est très limité, je pense. Moi, je vois les écrivains avec lesquels je suis en contact et je travaille dans le cadre de mes recherches. Genre, je pense à Dima, dans ses romans, elle ne parle que de Syrie, et je sais pas, ça se sent la Syrie. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de. Après, je la connaissais pas avant 2011, donc je peux pas dire. Mais il y a des cas, il y a des écrivains, mais ils sont peu nombreux, qui arrivent en France, qui se naturalisent et qui aujourd'hui portent un discours qui est un discours où ils disent « je suis tout d'abord français et après je suis syrien ». Et ce sont des auteurs qui écrivent en français, qui parlent de la France et où la Syrie est presque absente de leurs œuvres. Dans ce cas-là, oui, ce que vous dites est tout à fait correct, mais de mon point de vue, c'est quand même un cas limité et ce n'est pas le cas de la plupart des écrivains. Au contraire, moi, j'ai l'impression que le détachement de la Syrie, ça va parfois renforcer le lien avec la Syrie. C'est ce que j'ai l'impression. Mais je trouve que c'est une question très intéressante
mais que cette question existait même avant le 2011 et le diaspora. On a toujours demandé cette question. Est-ce qu'il y a un caractère clair ou commune pour la littérature syrienne ou le roman syrien? Je crois qu'il n'y avait jamais ce caractère unique du roman syrien, et c'est une question d'identité aussi. C'est pas l'identité de la littérature, mais aussi la relation des Syriens avec leur identité dans un pays d'oppression et de censure. Merci pour la discussion et toutes ces remarques et éventuellement l'histoire de la littérature et puis l'évolution par la suite. Mais pendant la Révolution, il y a eu quand même une scène à l'intérieur de la série d'intellectuels, d'écrivains, des cinéastes et puis éventuellement des journalistes qui ont été marqués par le négationnisme, par le déni, par la propagande pour le régime. Comment ça peut passer la confrontation actuellement, par exemple, avec ce genre de scène artistique et intellectuelle à l'intérieur de la série qui a vécu pendant 14 ans de guerre, éventuellement dans des indemnités totales et des négations des informations? Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, des comités d'épuration à la française qui ont eu lieu suite à la Deuxième Guerre mondiale par profession, avec des condamnations et des listes qui excluaient avec des exclusions éventuellement de pratiquer le métier, temporaire ou définitive, et à parfois des condamnations qui sont allées jusqu'à la condamnation à mort et puis éventuellement des exactions. Est-ce que quelque chose comme ça, ça peut éventuellement être imaginé en série en fonction de ce qui s'est passé pendant toute cette période? Merci. Oui, c'est très dangereux parce que il y avait plein, comme vous le dites, il y avait pas mal de metteurs en scène, de TV directors, des écrivains qui sont restés et qui ont utilisé leur travail comme propagande pour le régime. Et pour les mensonges aussi du régime, et ils ont essayé de oui, la narration, oui, oui, c'est ça, la narrative, oui. Mais à l'égard de votre question, à l'égard des condamnations, je sais pas, c'est une question qui concerne le gouvernement. Il y a des appels tout le temps dedans la Syrie de condamner les artistes, les acteurs, les actrices, les écrivains qui étaient pro-Assad. Et je crois qu'ils sont déjà condamnés parce que des millions de Syriens ne les respectent pas et ne les reconnaissent pas. Et ils sont même condamnés dans le monde arabe, dans tout le monde arabe. Je crois que c'est terminé. Bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À vous deux de nous avoir parlé vraiment de manière très, très éclairante de toute cette période. Et puis merci au public et à ces questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup.